Bien, mesdames et messieurs, je suis content de vous revoir. Une fois, je n'ai pas perdu trop de monde. Euh, c'est toujours le problème quand il y a un cours, qu'est-ce qui va rester au deuxième? Nous allons continuer ce cours dont je vous rappelle qu'il s'appelle les Guptas et le nationalisme indien, et que donc il y a d'incessants retours entre ce que furent les Guptas, ou du moins ce qu'on en sait de façon certaine, et puis la façon dont les Indiens ont reconstruit cette histoire, et les Occidentaux aussi, et les raisons qu'il y a devant à ces reconstructions qui sont parfois un peu bizarres, comme je vous l'ai montré la fois passée en vous lisant un certain nombre d'extraits. J'avais commencé à vous dire à la fin de l'heure dernière qu'il y avait parmi les intellectuels indiens contemporains, et parfois parmi certains intellectuels occidentaux, un goût pour la thèse de M. Saïd sur l'orientalisme, disant que les Occidentaux n'avaient pas retrouvé ni l'histoire ni la culture de l'Inde, ils l'avaient simplement interprétée à la manière avec leurs œillères. Il y a du vrai là-dedans, mais la thèse de Saïd s'intéressait essentiellement à la Méditerranée et à la littérature. En Inde, le problème est un peu différent. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y aurait pas d'histoire de l'Inde et qu'il n'y aurait même pas d'histoire de la littérature indienne s'il n'y avait pas eu les Occidentaux au XIXe siècle. Et que probablement les documents essentiels qui existaient encore au XIXe siècle n'existeraient plus aujourd'hui. Alors, ceci est un hommage à nos lointains prédécesseurs, fonctionnaires d'abord de la Compagnie des Indes britanniques jusqu'en 1857, parfois plus rarement missionnaires, et puis ensuite fonctionnaires du vice-roi des Indes. Je ne suis pas là du tout pour dire que le colonialisme c'est quelque chose de très bien et que les Britanniques sont venus en Inde pour apporter aux Indiens la civilisation et le bonheur. Ce n'est pas mon propos et je ne le pense pas du tout. Je pense que lorsqu'on regarde, comme j'ai eu l'occasion de le faire pour certains épisodes de l'histoire indienne, la répression qu'il y a pu y avoir dans certaines régions, et en particulier après 1857, on se dit que les pires massacres ont été commis par les Britanniques, même si avant eux, beaucoup de gens avaient commis des massacres, et même si eux avaient subi des massacres. Et la répression de la révolte de 1857 a été terrible et pendant des années. De même, vous verrez tout à l'heure la subordination des Indiens et des Indiens de très grande qualité aux Britanniques, basée sur la couleur de peau, a continué très longtemps. Et je vous avais donné l'exemple du plan de Delhi qui a été construit, puisque c'est le plan de la Nouvelle Delhi, dont le centre était réservé aux fat whites, c'est-à-dire aux gros blancs, c'est-à-dire les personnages du cercle immédiat des gouvernants de l'Inde britannique. Ensuite, il y avait les slim whites, c'est-à-dire les capitaines, les lieutenants et les fonctionnaires de second ordre. Et puis très loin, il y avait les slim blacks, c'est-à-dire les Indiens. Et les Indiens se souviennent très bien de ce mot de black que les Britanniques leur donnaient. Bon, mais en même temps, il y a eu des exceptions. Elles ont été peu nombreuses si l'on compare à la totalité des Britanniques qui sont passés en Inde, mais elles ont existé. Et il est clair que l'œuvre, dès la fin du XVIIIe siècle, l'œuvre de gens comme Wilson et Colebrook
qui ont essayé de retrouver la littérature sanscrite accessible à leur époque, est une œuvre qui a permis à l'Europe de connaître la littérature sanscrite. Alors évidemment, au départ, Wilson et Colebrook étaient des juges, et vous verrez que le département de la justice et le département des impôts du revenu, comme on dit, ont joué un très grand rôle dans la reconstitution de l'histoire indienne. Et ce qu'ils ont cherché, c'était des textes de lois indiens pour appliquer la loi indienne, puisque les tribunaux britanniques de l'Inde appliquaient la loi indienne et hindoue aux Indiens, et musulmane, la charia, aux musulmans. Et comme ils n'avaient pas de texte hindou, ils ont couru d'abord après les textes hindous de loi, et l'un des premiers traités a été édité, a été les Manavadharma Shastra, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français les lois de Manu. On a mis ensuite un siècle et demi à s'apercevoir que ce n'étaient pas des traités de loi, mais enfin ça c'est un autre problème. Il y avait, à côté de cela, les mêmes ont recherché les manuscrits des Védas. Ils ne savaient pas qu'il y en avait à Paris, mais d'ailleurs à Paris on ne le savait pas non plus. Je n'ai jamais... Ça encore, on peut le voir avec les œillères du colonialisme, puisque s'ils cherchaient des manuscrits des Védas, c'était essentiellement pour pouvoir ou les réfuter, ou l'hindouisme quand il s'agissait de missionnaires, ou le catholicisme quand il s'agissait d'esprits libres, de francs-maçons ou des gens des Lumières. Et puis ils ont aussi édité des œuvres littéraires, et j'ai toujours demandé à mes collègues qui dénigraient l'orientalisme comment il se fait que à quoi a bien pu servir à la conquête de l'Inde l'édition et la traduction de Shakuntala de Kalidasa, dont Goethe ensuite a répandu la célébrité en Europe. Il y a donc eu tout un travail qui a été fait, un travail de constitution, par exemple, de dictionnaires et de grammaire que nous utilisons encore. Le grand dictionnaire du sanskrit que nous utilisons, le Monnier-Williams, a été fait par un fonctionnaire de la couronne britannique vers 1850. Dans cette première période, les Indiens étaient considérés comme des cousins dégénérés des Européens et qu'on pouvait régénérer. Il y a un livre relativement récent de Trautmann à ce sujet qui cite le vers sanskrit qui est toujours gravé à la porte de l'Oriental Institute à Oxford et qui dit en gros que cet institut est un hommage des Européens à leurs cousins indiens. Les choses ont changé après 1850 et surtout après 1857, où le racisme s'est considérablement accru. Mais au départ, l'atmosphère était tout à fait différente. Alors, l'un de ces savants amateurs, parce que je dis amateurs parce qu'ils ne gagnaient pas leur vie avec ça, fut ce John Faithfull Fleet, dont je n'ai rien retrouvé, mais j'ai rien retrouvé parce que je n'ai pas eu le courage d'aller chercher le dictionnaire, le National Biography Dictionary des britanniques, on doit se trouver, qui a été un fonctionnaire donc des impôts du Civil Service de Bombay et qui a été détaché en 1883 pour 3 ans pour faire le premier corpus d'inscription des Gupta. Et la personne qui a obtenu ce poste pour lui, ce poste d'épigraphiste of India, qui fut supprimé tout de suite après, est aussi un grand Britannique qui était un général, Alexander Cunningham, général de la Compagnie des Indes, d'abord en activité et puis ensuite détaché, a parcouru toute l'Inde, a retrouvé tous les sites et a permis de sauver un certain nombre de sites, entre eux
entre autres le Taj Mahal qui allait s'effondrer, et il a réussi à convaincre Curzon de le restaurer. Donc ce fleet, pendant 3 ans, s'est occupé de réunir des inscriptions Gupta et d'essayer de les démêler. C'est lui qui a trouvé le synchronisme qui permettait de savoir quand dater l'ère Gupta, et ce synchronisme était fourni par un historien arabe, Al-Biruni. Aucun document indien ne permettait de le retrouver. Il a ensuite trouvé une inscription avec une double date qui confirmait que Biruni avait raison, parce qu'après tout, il n'était pas sûr qu'Al-Biruni avait raison. Et l'introduction, la démonstration de l'exactitude de ce que disait Al-Biruni occupe 80 pages dans le corpus des inscriptions indiennes qu'il a édité. Vous remarquerez en passant que du point de vue des historiens, ça n'est pas rien, hein, parce que pour toutes les ères antérieures au Gupta, on est dans le doute. On a 2 ères dont on connaît le point de départ chronologique, l'ère Shaka et l'ère Vikrama. L'ère Shaka de 78 après notre ère et l'ère Vikrama de 57 avant notre ère, ça c'est sûr. Mais d'une part, on ne sait absolument pas qui les a fondés, et d'autre part, on ne sait pas sur quel document, on ne sait pas toujours quel document utilise ces ères. Quand on a un document daté, on n'est pas sûr que ce soit une ère ou l'autre. Je le dis en toute modestie, puisque j'ai écrit jadis un article essayant de démontrer que l'ère Vikrama avait été fondée par Azès. Je ne suis pas sûr du tout maintenant du raisonnement que j'ai employé à ce moment-là. Sur l'ère Shaka, je pense que c'est une ère fondée par Kanishka, mais un de mes collègues, enfin tous les 10 ans, il y a un de mes collègues qui pense le contraire. Et on dit toujours que la dernière date fait le consensus, mais ça fait le consensus de 4 personnes, c'est pas beaucoup. Et de toute façon, comme disait Goebbels, un consensus n'a jamais fait une vérité. La preuve, on ne l'a pas. J'ai suffisamment parlé dans ma carrière des ères Kushan et autres pour en être complètement dégoûté et plus avoir envie d'en parler. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que les Indiens ont complètement perdu le souvenir de la fondation de ces ères, même quand elles ont duré très longtemps. L'ère Shaka et l'ère Vikrama sont encore utilisées. Ça ne veut pas dire que les personnages qui les ont fondées étaient des personnages extrêmement importants. Si l'ère Shaka a été fondée par si l'ère Vikrama a été fondée par Azès I, Azès I était un petit roi du nord-ouest de l'Inde, un petit chef de bande. Si l'ère Shaka a été fondée par Kanishka, Kanishka était un souverain important, mais apparemment tout le monde en Inde avait oublié son existence. Et pour les Guptas, c'est la même chose. L'ère n'était plus en usage, et c'est tout à fait étonnant que Al-Biruni, vers 1100, ait entendu parler de cette ère et indiqué le synchronisme exact qui permettait de la calculer. Au départ, s'il n'y avait pas eu la confirmation par l'inscription de Mandasor, il n'y avait aucune raison de croire Al-Biruni. Donc, ceci pour vous indiquer quelques difficultés de chronologie. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes de l'orientalisme, parce que si l'on regardait l'Inde à travers les yeux des Indiens, la chronologie n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le Sanatana Dharma. La restitution d'une histoire avec une chronologie, c'est un travers proprement européen, et qui date d'abord d'Hérodote, puis de Thucydide, et puis des travaux du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Ce sont les Européens qui considèrent qu'une histoire événementielle et dynastique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les Indiens ont eu ce type d'histoire
en tout cas à travers les généalogies, mais l'ancrage chronologique ne les intéresse pas, puisque ce qui les intéresse, c'est de projeter la fondation des dynasties quasiment dans l'éternité, en tout cas le plus loin possible. Et comme en plus leurs histoires étaient écrites en vers, pour obtenir des maîtres corrects, parfois il y a des distorsions. Donc ça, c'est purement orientaliste, effectivement, d'essayer de mettre de l'ordre dans la chronologie. Ça n'a jamais préoccupé les Indiens. Si vous regardez le corpus de Fleet qui a servi de modèle et qui sert toujours de modèle aux corpus qui sont utilisés actuellement, vous verrez qu'il y a un certain nombre de mots qui sont imprimés en gras. C'est-à-dire que ce sont les mots qui sont considérés comme importants et que le reste de l'inscription étant nettement moins important. Ces mots imprimés en gras sont la date et sont le nom des rois, ou en tout cas du personnage qui, s'il est important, qui émet le don. Et ça continue, c'est-à-dire que ces inscriptions ont été réunies d'abord pour faire l'histoire politique de l'Inde. Et effectivement, sans elles, on n'aurait que du roman. Et donc, peu à peu, c'est ainsi créé une chronologie de l'Inde qui n'est pas achevée. Après les Gupta, on arrive assez bien à dater les dynasties. Là, on connaît relativement bien les ères, mais avant, il y a encore beaucoup d'ajustements à faire. Si vous regardez les livres écrits il y a simplement 80 ans, vous voyez par exemple des balancements dans les chronologies qui peuvent atteindre 200 ans. Donc Fleet, en 3 ans, a réuni toutes ces inscriptions et les a publiées à 250 exemplaires parce que le tirage des photos était tellement cher qu'on ne pouvait pas en faire plus. Et puis il est retourné dans son département du revenu, on n'en a plus entendu parler. Et alors je ne sais pas du tout quelle est la formation de Fleet, mais en tout cas je sais ce que c'est que le travail d'un épigraphiste. Et ce qui est sûr, bien qu'aucun Indien ne le dise, c'est que si Fleet a été capable de faire ce travail, c'est qu'il devait avoir un certain nombre de techniciens indiens avec lui, ce qu'on appelle des pandits, qui non seulement ont préparé les copies des inscriptions, mais également lui ont donné accès à toute une littérature indienne, véritablement littéraire, que probablement lui-même ne pouvait pas connaître. Il y a derrière le travail de Fleet un travail énorme de collaborateurs indiens. Ces collaborateurs indiens ne sont pas nommés. Et d'ailleurs, personne n'en parle. Il ne faut pas trop être surpris de ça. Hein. Moi, j'ai été très surpris quand j'ai commencé mes études indianistes dans les années 60, et ça a continué jusqu'à ce que quand même mes collègues commencent à se rendre compte qu'il y avait des choses à ne pas faire. Mais la plupart des publications de l'Institut français de Pondichéry ou la plupart des thèses soutenues par les collègues allemands ou américains qui étaient en stage à Poona ont été faites en collaboration avec des savants locaux qui ont droit à 3 lignes de remerciements et qui parfois ne sont pas remerciés. Alors maintenant, on a quand même le scrupule de mettre leur nom à côté du nom de l'Européen. Et dans un certain nombre de cas, les Européens se sont contentés d'écrire ligne à ligne ce que leurs collègues indiens leur dictaient en sanskrit ou en anglais. C'était les habitudes. Et ça, comme habitude coloniale, ça a perduré et je ne suis pas sûr que c'est complètement disparu. Mais les Britanniques, tout aussi coloniaux qu'ils étaient, ont fait émerger un certain nombre de grands noms. Alors, je pourrais vous en citer quelques-uns, mais puisque l'on parle des Gupta et des inscriptions, le premier grand nom, c'est M. Diyar Bhandarkar, qui mérite à la fois chronologiquement et aussi par son importance pour les Gupta. Pardon ? Si on peut voir le nom. Le nom s'appelle Bhandarkar. Voilà.
qui mérite donc à la fois par sa place dans la chronologie, c'est quelqu'un de la fin du XIXe siècle, et par le fait qu'il a préparé la seconde édition du corpus des inscriptions Gupta, qui était prête en 1945 et qui est parue en 1981 seulement, donc mérite d'être nommé. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y a d'abord son père. Son père s'appelait R.G. Bhandarkar et tous les indianistes le connaissent. C'est quelqu'un du 19e siècle. Il est né en 1837. Il est mort en 1925 à 81 ans, je crois. Ah, non. Ça fait combien, ça? 25 et 37, ça fait combien? Ça fait 40. Ah oui, il est mort à plus de 80 ans. Un peu plus de 80 ans. Et c'est quelqu'un de la région de Pune, c'est un marat, hein, tous les noms en quart sont des marats, qui a fait ses études au Leadstone Institute de Pune. Les Britanniques ont dès le départ fait des écoles de haut rang, et ces écoles de haut rang, alors là c'est vrai, étaient tout à fait coloniales. C'était pour fournir des juristes locaux ou pour fournir, comme toutes les dynasties précédentes en Inde l'avaient fait, des hauts fonctionnaires du département des impôts. C'est une des fonctions essentielles de l'État en Inde, d'une part d'arbitrer en dernière instance les procès, et d'autre part de ramasser le plus d'argent possible sur la récolte. Et il a fait ses études à Pune, et il a passé son MA en 1863, et l'année d'après, il a commencé à publier un livre en sanskrit, qui est un manuel de sanskrit. Il est devenu, comme beaucoup de ces gens-là, le headmaster, disons le proviseur d'un établissement secondaire de la région de Bombay, là où il était né, à Ratnagiri. Le Ratnagiri de Bombay, pas celui de l'Orissa. Et puis, il a beaucoup travaillé. Il est devenu ensuite professeur of Oriental Language at Elphinstone College, c'est-à-dire professeur de sanskrit. Et il est connu de tous les indianistes parce que de 67, en gros, jusqu'à sa mort, et en particulier entre 79 et 91, payé par le gouvernement britannique, il a passé son temps non seulement à écrire, mais à ramasser et à garder des manuscrits sanscrits qui se trouvaient au Gujarat ou dans la région de Bombay. C'est à lui que l'on doit d'avoir sauvé un certain nombre de manuscrits qui étaient en train de pourrir dans des bandars, c'est-à-dire dans des coffres de temples indiens ou jains. Il a fait un énorme travail qui n'est pas seulement un travail de collecte, c'était un grand savant, il en a édité un certain nombre, il a édité aussi des ouvrages remarquables qu'on utilise encore, par exemple son petit livre sur la différence entre le Vaishnavisme et le Shaivisme. Et en hommage à lui, les Britanniques ont ouvert ce qui est encore un des grands centres de l'indologie traditionnelle, c'est-à-dire le Bhandarkar Oriental Research Institute de Pune, qui a récemment été ravagé par des nationalistes maraths. Et l'ouverture s'est faite en présence du gouverneur des Indes, Lord Willingdon, et c'était en 1916, en 1914. En 1914. Non, pardon, en 1917. Vous voyez que les Britanniques ont quand même fondé un certain nombre d'institutions. Et le type de manuscrit auquel s'intéressait Bhandarkar n'était pas spécialement destiné à favoriser la colonisation britannique. Alors, sur ce que pensait Bhandarkar, on ne sait pas grand-chose. Il a quand même fondé une association, le Prarthan Samaj, qui disait que dont certains des membres, en tout cas un des 3 membres fondateurs, disaient que l'idéal de cette association était de marcher dans les
traces de Gautama le Bouddha, ce qui signifie non pas qu'il voulait devenir bouddhiste, mais que comme Ambedkar, c'était des hindous, très hindous, mais en même temps modernistes. Et l'une des manières du modernisme qu'il professait consistait à vouloir rompre avec l'hindouisme traditionnel, tout en restant indien. Et c'est comme Ambedkar, le moyen qu'il a trouvé, c'était de devenir bouddhiste ou pseudo-bouddhiste, tandis que d'autres, comme par exemple les gens de l'Arya Samaj, pas de l'Arya Samaj, les gens du Brahmo Samaj, essayaient plutôt de réformer l'hindouisme de l'intérieur. Alors ce J.R. Bhandarkar avait un fils qui s'appelait Diyar Bhandarkar, dont on connaît mieux la vie, puisque en 1940, alors qu'il était encore vivant, on lui a édité un volume de mélange. Les volumes de mélange, en général, ne contiennent que des articles sans intérêt, ce qui est le cas de ce volume, d'ailleurs, il n'y a rien dedans, mais en général, il y a une biographie de celui qui reçoit le volume. Alors la biographie, elle peut être plus ou moins bien faite. Celle sur Bhandarkar a été faite par un grand savant indien, Bimala Chernlo, qui est lui aussi de Calcutta et qui était le grand spécialiste de l'époque du bouddhisme, qui a fait des choses tout à fait remarquables. C'est très curieux cette biographie, parce que vous voyez très très bien l'aspect un peu schizophrénique du nationalisme indien à cette époque, et en tout cas du nationalisme des Indiens qui étaient employés par les Britanniques, et étaient employés par les Britanniques parce qu'ils étaient arrivés à se mettre au niveau scientifique des Européens, et ils étaient arrivés à se mettre au niveau scientifique des Européens parce qu'ils avaient reconnu que les techniques scientifiques des Européens étaient valables et que c'était peut-être un moyen de sortir l'Inde de son état de suggestion et de son état d'infériorité. Alors il y a des tas de détails intéressants dans cette vie, je vais vous en donner quelques-uns. Diyar Bhandarkar doit être né vers 1880, fils de J.R. Bhandarkar, et en 1896, il a passé son BA, ce qui est l'équivalent des 2 premières années de l'université à Pune, comme son père, et évidemment, on lui a dit de faire des études de droit. Et effectivement, il a obtenu son premier examen de droit le 2e année. Alors, première chose assez curieuse, au moment où il préparait ses examens, il a vu qu'il y avait un concours de l'université de Bombay pour une médaille sur quelqu'un qui pourrait écrire un article sur les villes anciennes du Maharashtra avant l'arrivée de l'islam. Et que celui qui gagnerait ça gagnerait la médaille d'or du Pandit Bhagwanlal Indraji. Les Britanniques et depuis les Indiens aiment beaucoup ce genre de médailles, mais enfin, je me suis aperçu en arrivant dans cette maison qu'ils n'étaient pas les seuls. Et alors, le dénommé Diyar Bhandarkar, qui avait 17 ans à l'époque, je crois, juste comme ça, le texte dit qu'il avait l'habitude d'aller dans la bibliothèque de son père et d'y rester à peu près 1 heure tous les soirs quand son père était dehors. Ce qui veut dire que quand son père était là, il n'avait pas le droit d'aller dans la bibliothèque. Et là, il a vu qu'il y avait cette médaille et, ne doutant de rien, il a envoyé un essai. Alors, cet essai n'étant pas de première main, il n'a pas eu le premier prix, et donc il n'a pas eu la médaille d'or, mais il a quand même eu un accessit parce que le traité était très bien. Et le texte ajoute, quand cette nouvelle atteignit les oreilles de son père, le grand J.R. Bhandarkar,
Son père était à la fois en colère et heureux. En colère parce que son fils avait soumis une thèse qui n'était pas suffisamment originale pour gagner un prix, mais heureux parce que son fils avait été capable de l'écrire en 3 mois sans avoir été aidé par qui que ce soit. Alors, le dénommé donc D.R. van der Kar, ne voyez pas dans le mot dénommé aucun mépris. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc, avant même de passer sa maîtrise, publie 2 articles. Et l'un de ces articles sont sur, justement, la date de Kanishka et l'origine de l'ère Shaka. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en 1940, Lowe, qui est un grand savant, qui est un MA, BL, PhD, Fellow of the Royal Society of Bengal, Fellow of the Royal Geographic Society, etc., écrit ceci. Voyez comment l'approbation des Européens comptait pour les Indiens à ce moment-là. Cet article a créé quelques sensations et reçu une note, enfin un compte-rendu favorable du savant français Auguste Barthes dans le journal de l'Institut de France. Et Barthes était d'accord avec D.R. van der Kar sur tout ce que celui-ci disait, et dont on sait depuis d'ailleurs que c'était entièrement faux. Avant même la revue du savant français, van der Kar, le père, était entièrement d'accord avec son fils, mais ça n'avait pas beaucoup d'importance. Le grand historien britannique, lui aussi, accepta la thèse de D.R. van der Kar, mais dans un article de la Zeitschrift für Deutsche Morgendliche Gesellschaft, c'est-à-dire dans un article d'une revue allemande qu'on ne trouvait pas en Inde. Mais par contre, dans son Early History of India, qui, elle, se trouvait abondamment en Inde, il renvoie à cet article de la ZDMG et donc ne renvoie pas à l'article de van der Kar. Ceci pour vous dire à quel point l'approbation des Européens, même en 1940, connaissait, et qu'en même temps, il s'agit de remarquer que certains Européens étaient un peu moins généreux que les autres. Pendant tout ce temps-là, D.R. van der Kar continuait ses études de loi, publiait des inscriptions, et l'une de ses publications atteignit les yeux et fit une impression très profonde sur l'esprit de 2 hauts fonctionnaires de la présidence de Bombay, A.M.T. Jackson et Harry Enthoven. Et et donc Jackson fit venir van der Kar et lui donna, qui avait 20 ans, et lui donna 3 jours pour décider, soit il prenait immédiatement un poste dans le département des impôts, où il aurait très rapidement des promotions rapides et un pouvoir de plus en plus grand, soit il entrait dans le département de l'archéologie, où il n'y aurait probablement pas de promotion, mais où il changerait de poste tous les années. Je veux dire, il changerait de localisation de poste. Les archéologues étant, comme les militaires, changeant tous les 3 ou 4 ans de poste. Alors, à la surprise de tout le monde, van der Kar accepta de devenir archéologue et devint un assistant archaeological surveyor en juin 1904, à l'extrême surprise des autres fonctionnaires de ce département. À cette époque, tout le monde pensait, et vraiment de façon très sincère, que les Indiens étaient incapables de faire du travail de recherche ou de faire n'importe quel travail administratif. Donc, alors, les fonctionnaires donc, britanniques de l'Archaeological Department à ce moment-là trouvèrent que, dans ces conditions, la meilleure solution, c'était de ne pas donner à van der Kar un poste permanent. Donc, il fut en CDD, renouvelé tous les 6 mois, comme l'on est maintenant en France, ce qui prouve que
l'on n'a rien inventé. Évidemment, ça a duré quelque temps. Il s'est fait, à sa surprise, lorsqu'il y a eu un poste permanent, c'est un Britannique fraîchement arrivé de Grande-Bretagne qui l'a eu, mais finalement, il a été intégré dans le service assez rapidement. Et en 1911, il devint le coéditeur d'un grand journal indien qui maintenant a un peu baissé, et même beaucoup baissé, qui est l'Indian Antiquary, qui était le grand journal d'histoire de l'Inde à l'époque, et en même temps, il est devenu superintendant du département occidental de l'Archaeological Survey of India, c'est-à-dire de toute la région de Bombay. Alors arrive le petit paragraphe très, très joli en 1940, hein, sous la main et sous la plume d'un brillant historien très, très nationaliste. Donc il y a eu trois époques de gloire en 1911 pour lui. Il est devenu coéditeur, il est devenu superintendant, et le 5 décembre de l'année 1911 vint la visite de George V, le roi empereur, et de tous les gens qui l'accompagnaient, qui allèrent visiter la grotte d'Elephanta près de Bombay avant de partir pour Delhi. Et Bhandarkar, en tant que responsable donc, du Western Circle, était responsable de cette grotte, a été ce qu'on appelle en français un cornac, et qui là est appelé en latin un cicerone. Alors, comme il avait déjà fait un guide à Elephanta, il fit un guide à Elephanta qu'il distribua à tout le groupe autour de George V. Et le roi empereur lui demanda qui l'a écrit. Et en apprenant que M. Bhandarkar était son auteur, il l'a complimenté pour avoir composé un guide du point de vue d'un Européen qui n'avait pas de connaissance de première main de l'Inde. Voilà. Donc c'est un des grands événements de la vie de M. Bhandarkar. Alors en 1912, il a eu une médaille de la Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, ce qui est intéressant parce qu'il a été le deuxième destinataire de la médaille et le premier était Sir Orelstein, le grand archéologue qui a fait de grands voyages d'exploration en Iran et en Asie centrale, après avoir édité le principal texte sur le Cachemire, et qui était un personnage extrêmement célèbre. C'est-à-dire qu'il est placé, bien qu'indien, bien que noir, au rang d'Orelstein. Et ce qui prouve que c'était quelqu'un de très important, et ce qui prouve qu'il y avait quand même des gens éclairés parmi les Indiens, on dit une autre chose qui a vraiment augmenté le prestige de M. Bhandarkar en tant qu'Indien fut que le 18 décembre, on lui accorda un assistant qui non seulement était un Anglais, mais aussi un Araibaya, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un haut fonctionnaire ou quelqu'un qui vient d'une grande université britannique. Et donc c'est devenu une grande célébrité, au point que quelques années plus tard, le recteur de l'université de Calcutta, le président de l'université de Calcutta, Asutosh Mukherjee, dont je vous reparlerai tout à l'heure, créa un poste pour lui, qui était le Carmichael, la chaire Carmichael d'histoire, et les Britanniques le nommèrent membre du Board of Trustees, c'est-à-dire du conseil d'administration du musée indien de Calcutta, qui était le plus grand musée, où il remplaça Lord Carmichael, le premier gouverneur du Bengale. Donc ce n'est pas rien. Et puis, lorsqu'il prit sa retraite, il essaya de faire le corpus des inscriptions indiennes. Je vous ai raconté comment il a lancé le projet en 1928, comment le projet fut accepté en 1935.
à une époque où il n'était plus tout jeune, comment il a réussi à en faire un premier jet avant de mourir en 1945, et comment ensuite les Indiens ont mis 40 ans à publier le volume qui était presque prêt. Voilà donc un itinéraire typique d'un Indien nationaliste, mais d'un Indien nationaliste qui était en même temps, comme vous pouvez voir son image, parfaitement intégré à l'Inde britannique, c'est-à-dire qui restait indien et qui en même temps essayait de travailler pour la grandeur de l'Inde. Quand vous lisez l'introduction à son corpus d'inscription indienne ou ses autres livres, vous voyez très bien que c'est quelqu'un qui a la nostalgie de la grandeur de l'Inde, qui tient compte du fait qu'elle est sous domination étrangère, qui tient compte que tout ce qui est dans la domination étrangère n'est pas forcément mauvais. En plus, il y a un autre aspect dans l'œuvre de Bhandarkar. Je ne sais pas quelle est sa caste, probablement brahmane, mais une partie de son œuvre consiste à démolir les prétentions des Rajputs, c'est-à-dire à montrer que les Rajputs, et Sircar a fait la même chose après dans un petit livre très marrant, que les Rajputs qui se vantent partout d'être les meilleurs fils de l'Inde et les plus purs, nés du sacrifice, en fait sont les descendants d'envahisseurs étrangers, les Chakas, les Gujars et même les Huns. Alors ça, je dois dire que ces Maraths, qui étaient sans doute brahmanes, qui en plus enseignaient à Calcutta, s'en sont donnés à cœur joie. C'est un aspect qui n'est pas négligeable. Mais ça, c'est un aspect intra-indien. Alors un autre personnage que l'on retrouve indirectement, puisqu'il est celui qui a donné des postes à l'université de Calcutta à deux des grands savants qui ont écrit sur les Guptas, c'est Asutosh Mukherjee, que vous trouvez partout dès qu'il est question de l'université de Calcutta, dont il ne faut pas oublier qu'elle fut, jusque dans les années 60, la première université de l'Inde du point de vue intellectuel et de très loin, en tout cas en ce qui concerne la littérature. Alors Asutosh Mukherjee, qui est né en 1964 et qui est mort en 1924, était un juge qui a été membre donc, de la haute cour de Calcutta et qui est devenu ensuite vice-chancelier de l'université de Calcutta. Mais il est devenu vice-chancelier de l'université de Calcutta, non pas parce qu'il était professeur de droit, mais parce qu'il avait ce qu'il préférait, c'était les mathématiques. Et il semble que c'était un très très grand mathématicien, spécialiste de géométrie et des coniques. Et dès 1889, c'est-à-dire quand il avait 35 ans, son génie a été reconnu et on en a fait un membre du conseil consultatif qui était autour du gouverneur du Bengale et qui l'a représenté à l'université de Calcutta. Lord Curzon en a fait un membre de la commission d'université en 1902, c'est-à-dire qu'il avait à l'époque 38 ans, et en 1906, il est devenu le vice-chancelier de l'université de Calcutta, ce qu'il est resté jusqu'en 1914. Vice-chancelier, c'est en fait le président de l'université, le chancelier étant toujours soit le président de la République maintenant, soit le vice-roi à l'époque. Alors, il a été pris entre ses opinions nationalistes et en même temps le fait qu'il était au service du gouvernement indien. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé d'attirer à l'université de Calcutta les esprits les plus brillants qu'il y avait à l'époque en Inde. Et il a réussi. Dans certains cas, il a réussi, lorsque les gens n'étaient pas très remuants, à faire admettre cela par les Britanniques. Et parfois, lorsque les gens étaient plus remuants, comme Jayavarman, dont je vous parlerai tout à l'heure, il n'a pas pu les faire intégrer. Donc, l'autre grand historien
que l'on peut utiliser, c'est Mazumdar, donc d'une famille de Kayasta aussi, donc, qui était au service des Moghols, puisque Mazumdar est un titre persan. Et ce Mazumdar, heureusement, on trouve sur Internet une biographie assez complète. Il a écrit beaucoup de choses, hein, non seulement les volumes d'histoire de l'Inde que je vous ai écrits, mais une histoire du mouvement de libération indien, une histoire du Champa, une histoire du Bengale, et aussi deux livres sur l'Inde extérieure, c'est-à-dire en gros sur le Cambodge et sur l'Indonésie. C'est, à la différence de Bhandarkar qui travaille sur des inscriptions, sur des documents de première main, c'est-à-dire sur des inscriptions, Mazumdar est certains diraient un vrai historien, c'est-à-dire il travaille sur les documents qu'éditent les autres. Mais c'est un esprit tout à fait remarquable. Et il est né en 1888 dans ce qui est aujourd'hui le Bangladesh, dans un tout petit village et dans une famille très, très, très pauvre. Hein, il allait quand même à l'école et il disait il y avait des feuilles de palmier pour écrire, mais nous préférions les feuilles de bananier car on ne les payait pas. Tout ça dans les années 1900. Et puis, il était un disciple de cette famille Vivekananda. Et en fait, il a rencontré, il ne dit pas comment, Ashutosh Mukherjee, qui, alors qu'il terminait ses études que nous appellerions secondaires, l'a encouragé à faire des études supérieures. Et comme tous les autres, il a failli entrer dans le service administratif, deputy magistrate, c'est-à-dire vice-chef de district, le magistrat ayant tous les pouvoirs à l'intérieur de son district, ce qu'on appelle parfois aussi les collectors. Et puis, à ce moment-là, au moment où il devait passer l'examen, sa femme est tombée malade, il n'a pas pu y aller, et donc il est devenu professeur et il a eu un doctorat. Et en 1921, il est devenu le premier professeur de l'université de Dhaka. Il ajoute, à cette époque, on me payait 1000 roupies par mois, mais j'avais aussi les domestiques, la maison et une voiture. Et évidemment, ensuite, ça n'a plus été tout à fait la même chose du point de vue du salaire. Et il est devenu, en peu de temps, le président de l'université, le vice-chancellor. Donc, lui aussi s'est trouvé comme Ashutosh Mukherjee, à la fois dans le dilemme de devoir protéger son institution, qui était une institution britannique, et de devoir protéger les étudiants qui étaient nationalistes. Mais la seule chose dont ils se souviennent à ce moment-là, c'est que il y a eu une dispute entre étudiants pour savoir si l'on admettrait les Harijan, c'est-à-dire, et alors le texte qui est indien explique que les Harijan, puisque plus personne n'emploie ce terme, ce sont les Indiens de basse caste, c'est-à-dire les intouchables, ce qu'on appelle maintenant les Dalits. Donc d'inclure les Dalits, les gens de basse caste, de très basse caste, dans les fêtes religieuses en l'honneur de Sarasvati, qui est la déesse de l'éloquence et qui, en tant que telle, patronne les universités indiennes et surtout les écoles hindoues. Il y a eu de gros problèmes il y a quelques années en Inde, quand le gouvernement BJP a voulu imposer la récitation de la prière sanscrite à Sarasvati dans toutes les écoles. Et il y a eu une grosse bataille qu'il a intelligemment dit, il est très content de lui,
qu'il a intelligemment réussi à apaiser en disant aux étudiants que des étudiants comme eux devraient être fiers des idées modernes et nouvelles, et qu'une idée toute nouvelle, c'était justement d'inclure les basse-castes dans ces cérémonies, et donc ça s'est réglé comme ça. Et sa réputation était telle que donc tout de suite après l'indépendance de l'Inde en 1947, on lui a demandé d'écrire une histoire non coloniale de l'Inde. Je dis non coloniale parce que ça a été publié dans une série, l'History and Culture of the Indian People, je vous ai montré le volume la semaine passée, publié par Bharatiya Vidya Bhavan, c'est-à-dire littéralement la maison pour la science indienne. C'est presque l'équivalent d'université, encore qu'université se dise Vidyapati ou Vidyapit, de Bombay, et qui est une institution, une université privée fondée en 1938 avec, comme on dit, avec la bénédiction du Mahatma Gandhi. Et il y a un petit papier qui vous explique, et ça vous explique un certain nombre de choses dans l'History and Culture of Indian People, que cet établissement fut fondé à une époque où l'on était sûr que la liberté, freedom, l'indépendance arriverait vite. Et qu'à ce moment-là, les gens se demandaient quelle serait la nouvelle Inde qui émergera. Et le directeur, K.M. Munshi, non seulement rêvait d'une Inde qui renaîtrait, mais il sentait également la nécessité de travailler à cette renaissance. Donc il fonda Bharatiya Vidya Bhavan avec des racines qui allaient profondément dans le sol indien. Et effectivement, comme je vous ai dit, on y enseigne, et on enseigne toujours le sanskrit, l'astrologie, les techniques védiques. Mais il y avait également des branches qui saisissaient le meilleur du monde moderne dans la science, la technologie, l'économie et la direction d'entreprise. C'est-à-dire tout ce qui est technique, on accepte l'occidentaux, et tout ce qui ne l'est pas, on revient au passé indien. Et on dit que les classes de sanskrit fonctionnent côte à côte avec celles d'ingénieurs. Les classes où l'on enseigne la Bhagavad Gita fonctionnent à côté de l'institut de l'école de commerce. Et il y a un enseignement traditionnel des beaux-arts en même temps que l'enseignement de la science moderne et des arts et du commerce. Voilà donc le volume dans lequel, voilà l'université privée hindoue qui a fondé cette énorme série de l'History and Culture of Indian People et qui a choisi les meilleurs historiens indiens de naissance. Il n'y a pas un Européen qui contribue. Dans le but d'exalter le nationalisme indien et de lui faire retrouver ses racines. Et l'un de ceux qui a été choisi a été un très très bon historien qui est Majumdar. Mais vous avez une perspective très nationaliste qui consiste en particulier à retrouver, comme je vous l'ai dit, dans les Guptas, un âge d'or indien où le sanskrit, la littérature sanskrite fleurissait, où les lois hindoues et les règlements de maisons hindous fleurissaient, où les arts fleurissaient, tout ceci sous la protection d'une dynastie dans une contradiction dont apparemment ils ne se sont jamais rendus compte, qui était à la fois pacifique, puisqu'elle amenait la prospérité, et qui était en même temps très guerrière, et qui boutait dehors les étrangers. C'est exactement le problème du nationalisme indien. Au moment où Gandhi faisait la grève de la faim, les marins de la flotte de Bombay se révoltaient et tournaient les canons de la flotte vers l'amirauté à Bombay, et ça a probablement compté autant que Gandhi. Il est 17h, sans compter l'histoire de Bose. Il est donc 17h55, je vous laisse 5 minutes, et je me les laisse également.